Nous sommes encore là pour le compte de cette émission CEF Politique, une émission d'analyse et une émission qui vous permet de découvrir l'actualité politique en République démocratique du Congo. Comme vous le savez bien, l'Est de la République démocratique du Congo est attaqué par le M23, soutenu par le Rwanda. Le gouvernement congolais se bat bec-ongle pour instaurer la paix. Cependant, il y a plusieurs captations qui se passent aujourd'hui. Nous avons vu l'ancien président kenyan qui est ici à Kinshasa pour consulter la classe politique. Nous allons en parler au cours de cette émission. Nous allons aussi parler sur l'AFDC de Modeste Bahati Lukwebo. Vous le savez bien, le gouverneur de Sud-Kivu, Théo Ngwabidje, a quitté l'AFDC pour l'UDPS. On en parle au cours de cette émission et aussi sur les élections de 2023. Sur ces plateaux de CEF Politique, nous recevons M. Héritier Ngachi. Il est l'un des communicateurs et aussi membre influent de ce grand parti politique, AFDC, qui est chapeauté par l'autorité morale Modeste Bahati Lukwebo, le président du Sénat. Alors, sans plus tarder, nous recevons M. Héritier Ngachi. Bienvenue à vous. Merci pour l'invitation. C'est un honneur d'être ici sur ces plateaux. Je pense et je reste persuadé que nous allons passer un bon moment où nous allons discuter des questions brillantes d'actualité de notre pays et nous allons parler de la situation générale du pays. Déjà, on commence avec cette actualité qui domine aujourd'hui la République démocratique du Congo. L'Est de la République est attaqué par le M23. Votre autorité morale est de l'Est. Nous avons vu qu'il a effectué plusieurs déplacements. Qu'est-ce que Bahati Lukwebo s'est dit quand il voit sa population être attaquée par le M23 et le Rwanda? En fait, déjà, il faut changer de narratif. Ce n'est pas le M23 qui nous attaque, c'est plutôt les Rwandais qui nous attaquent. Le Rwanda c'est le M23. C'est le Rwanda qui nous attaque. Il faut changer de narratif parce que si nous présentons la situation de cette manière, nous risquons de ne pas bien comprendre les fonds du problème. C'est les Rwandais qui nous attaquent, soutenus par la nébuleuse communauté internationale, donc les entreprises multinationales. Mais les M23 ne sont pas des Rwandais puisque le Rwanda a clairement dit que eux n'ont rien à voir. Est-ce que vous devez croire à un homme qui est né dans les mensonges, qui a été conçu dans les mensonges comme Paul Kagame? C'est un homme qui a été conçu dans la terreur, dans la démagogie, et donc je ne peux accorder même pas, ne serait-ce un seul crédit au discours de Paul Kagame. Tout ce que je sais, c'est les Rwandais qui nous attaquent, malheureusement, à travers un mouvement dévoilé, un mouvement qui est, bien entendu, qui constitue une sorte de parapluie, mais en réalité, c'est le Rwanda qui nous attaque, qui est la partie visible de l'iceberg, soutenue par la communauté internationale et les multinationales pour instaurer l'instabilité, mais aussi la zizanie à l'est de notre pays, parce que comme nous le savons très bien, le niveau de développement de l'Europe ou des États-Unis d'Amérique dépend, bien entendu, du niveau de la souffrance en Afrique et particulièrement en RDC. Et donc, du moment où ce paradigme ne sera pas changé, l'est de notre pays sera empris à l'insécurité endémique et récurrente. Ainsi, je suis en train de constater cette sorte de sursaut patriotique, d'éveil de conscience. Plus que jamais, les institutions de la République ont été concernées par la question de l'insécurité à l'est de notre pays. Jamais dans l'histoire de notre pays où les institutions de la République démocratique du Congo sont montées au créneau pour non seulement condamner, mais aussi mettre en place des stratégies pour en venir à bout avec cette insécurité. Nous avons eu les premiers d'entre nous, le président de la République, qui a fait l'appel à la mobilisation pour mobiliser la classe politique, la population congolaise dans son entièreté, justement pour en venir à bout à cette insécurité. Et ce discours a suivi des faits. Nous avons vu les présidents du Sénat. Un point important que vous n'avez pas soulevé, ce discours-là, c'est plus qu'il y a eu échec de la diplomatie. Il fallait quand même soulever sur ce point-là. Non, pas du tout. D'abord, il faut dire que la diplomatie, c'est la politique. La diplomatie, c'est la guerre. Le président chinois disait que la politique, c'est une manière de faire la guerre sans effusion du sang. Et la guerre est une façon de faire la politique avec effusion du sang. C'est-à-dire la diplomatie et la politique étrangère d'un État. C'est-à-dire c'est une manière de faire la guerre. La diplomatie et la guerre marchent de pair. Il n'y a pas il y a une sorte de complémentarité. Même les grandes guerres, les grandes victoires ont toujours débouché par des accords. Les accords qui non seulement ont sanctionné la victoire d'une puissance sur un autre État, mais aussi les accords qui ont consacré, et notamment les cessez-le-feu et les accords de non-agression. Donc,
les accords, la diplomatie marche de pair avec la guerre. Au moment de la guerre, vous pouvez faire des négociations pour amener le cessez-le-feu. Après la guerre, vous pouvez faire des négociations pour constater la victoire d'une puissance. Donc, le président de la République a bien entendu souhaité que cette voie diplomatique, parce que le président de la République, s'inscrivant dans un schéma démocratique, quand vous regardez la Charte des Nations Unies, notamment dans son chapitre 6, règlement pacifique des différends, article 33, article 36, il est conseillé aux États d'envisager ou de recourir toujours aux voies, de privilégier les voies diplomatiques pour résoudre les différends qui s'opposent entre eux et d'autres États. Nous sommes un État démocratique, nous sommes un État dirigé pas par un voyou, pas par un barbare, mais par un homme qui comprend la nécessité de prévenir ou sinon de faire économie des vies humaines. Ainsi, le président de la République a privilégié la voie diplomatique. Mais cependant, nous étions en face de gens de mauvaise foi. Face à des gens de mauvaise foi, peu importe la diplomatie que vous allez mettre à pied d'œuvre, ça va échouer. Donc, la diplomatie ne dépend pas. Ce qui dit, nous avons besoin de toute la population. Cependant, il a été seul pour signer ces accords-là. Est-ce que pas une certaine... Le président de la République, c'est déjà faux. Le président de la République, conformément à l'article 69, il est le garant du bon fonctionnement des institutions. Il est le symbole de l'unité nationale. Donc, le président de la République a la particularité d'être un individu qui incarne l'institution. Or, en République démocratique du Congo, toutes les autres institutions sont gérées par de différentes personnes. Mais le président de la République, la particularité, il est le seul à incarner une institution. Donc, quand Félix Tshisekedi vient ici, c'est l'institution président de la République qui arrive. Et donc, de ce point de vue, il a les mandats. Quand vous regardez la Constitution, vous regardez la Constitution, vous regardez la Constitution de la République. Quand vous regardez la Constitution de la République, les domaines des affaires étrangères, ce sont des domaines de collaboration entre les gouvernements de la République et le président de la République. Donc, le président de la République contrôle la diplomatie, il est le premier diplomate. De ce point de vue, il a les droits et il a la légitimité de signer des accords au nom contre le peuple congolais. Vital Kamerhe a été éjecté en 2006 par le PPRD à cause, juste d'un point de vue, vous le savez. Est-ce qu'aujourd'hui, on ne peut pas dire que Tshisekedi a trahir la population? C'est un mauvais exemple parce que déjà, s'agissant je dirais, de l'infiltration des troupes rwandaises sur notre sol, a été fait la nuit, malheureusement. Ici, on parle des accords entre États, les jours, lesquels accords ne souffrent d'aucun secret. Alors que par le passé, c'était des accords clandestins, c'était des accords connus des personnes, sauf de ceux-là qui nous signaient. Aujourd'hui, les accords ne sont pas connus. Qui connaît? Nous avons signé des accords dans le cadre des intégrations, que ce soit sous-régional et régional. Nous avons intégré l'EAC, les États économiques de l'Est. C'est parce que, bien sûr, ces accords sont soumis, bien entendu, à l'assentiment général de la classe politique à travers ces dirigeants. Les dirigeants de ces pays ont vu ces accords. Nous avons un ministère des Affaires étrangères qui est en train de travailler à pied d'œuvre pour regarder. Parce que pour signer des accords, il y a même des experts techniques au niveau du ministère des Affaires étrangères qui lisent ces accords et qui donnent aux décideurs les tenants et les aboutissants de ces accords. Donc, ce ne sont pas des accords qui ont été signés à Cantimini, ce sont des accords bilatéraux ou des accords multilatéraux qui ont été signés au vu aussi de tout le monde. Ce n'est pas le cas, comme ce fut le cas de Joseph Kabila, où les accords étaient signés à Cantimini. On peut beau dire aujourd'hui, mais est-ce que vous ne voyez pas que Félix Tshisekedi a lamentablement échoué? Est-ce que vous ne voyez pas qu'aujourd'hui, même à l'est de la République, votre autorité morale, Bahati Lukwebo ne sera pas voté puisque sa population est en train de souffrir? Qu'est-ce que lui-même en dit? Votre question souffre de lucidité. Vous êtes le seul à constater que le président de la République a échoué. Alors que l'ensemble du peuple congolais, lors de campagne, Félix Tshisekedi a promis que vous vivrez en paix. Est-ce qu'aujourd'hui c'est le cas? Le président de la République a dit qu'il considérerait son mandat réussi du moment où la stabilité ou la paix sera regagnée sur l'ensemble du territoire. La sécurité. Ce qui veut dire, le président de la République n'a pas lié la sécurité ou la paix à un mandat. Il a par contre parlé, il va considérer. Peut-être le peuple congolais donnera des mandats. Considérer que son mandat est échoué, le président de la République n'y est pas. Pas du tout. Mais il n'est pas temps d'évaluer les mandats. Nous sommes à mi-mandat. Les élections, le mandat de Félix Tshisekedi prendra fin en 2023. C'est en 2023 qu'il sera l'heure du bilan. Et aussi, quand le peuple congolais regarde
les efforts déployés par les présidents de la République, vous savez, les sérieux que le président de la République a mis dans le secteur de la défense et de la sécurité, ça n'a jamais été le cas. Nous avons eu un ancien militaire, Joseph Kabila, qui n'a même pas considéré son secteur de prédilection. Nous avons un président de la République qui non seulement est conscient de sa responsabilité, conscient des enjeux de l'ère, et nous avons des institutions de la République. Nous avons hier le président du Sénat, le speaker du Sénat, le président Modeste Bahati, qui a fait un discours élogieux. Il a dit, il est temps non seulement de prendre conscience de ce qui se passe, parce que cette terre ne pourrait être arrachée, mais il est temps aussi d'agir. Il n'est pas seulement temps de faire des discours, il faut dépasser ces caps pour agir. Et agir, nous devons agir en conscience, parce que cette terre, si nous ne la préservons pas, elle nous sera arrachée. Les Soudan étaient un seul territoire avant qu'ils ne deviennent deux. Nous avons des territoires, Koweït était un territoire, bien entendu, de l'Irak, qui est devenu un État à part entière. C'est-à-dire que notre parcelle, notre dénominateur commun doit être préservé de toute manière. Si nous ne le faisons pas, il peut nous être arraché. Et le président Modeste Bahati, vous prenez le président du Sénat, Modeste Bahati, qui a fait un discours à la mobilisation, à l'appel au sursaut patriotique. Vous avez l'Assemblée nationale qui a pris encore une résolution assez importante en rapport avec les missions, les mixages, les brassages des armées étrangères, des troupes étrangères dans notre armée. Parce que ce sont ces opérations qui ont malheureusement affaibli notre armée. Nous avons une armée constituée de généraux qui sont à la solde des intérêts des États étrangers, parce que justement Joseph Kabila a cautionné ces mixages, ces brassages. Et quand vous avez l'Assemblée nationale adopter une attitude de cette manière, ça montre que les institutions de la République sont plus que jamais résolues à combattre l'insécurité qui a fait long feu à l'est de notre pays. Vous pensez qu'aujourd'hui, avec ces discours-là, l'Est de la République démocratique du Congo pourrait retrouver sa paix? Nous ne parlons pas de discours, nous parlons de faits. Mais pourquoi est-ce que vous ne pouvez pas demander au chef de l'État de déclarer la guerre clairement contre le Rwanda? Dire qu'il faut déclarer la guerre de cette manière, c'est justement aussi demander que Félix Tshisekedi se comporte en violeur de la Constitution. Vous l'avez dit. Parce que quand vous lisez les dispositions pertinentes... quand vous regardez les dispositions... L'Assemblée nationale demandait... Si vous lisez les dispositions pertinentes de notre Constitution, quand est-ce qu'un président de la République déclare la guerre? Le président de la République déclare la guerre sur base d'une ordonnance. Laquelle ordonnance doit être délibérée en Conseil des ministres, après avis du Conseil supérieur de la Défense et autorisation du Parlement. Tel n'est pas le cas. Est-ce qu'il y a eu un conseil de ministres autour duquel on a discuté de la question? S'il vous plaît, nous ne sommes pas dans une république bananière, nous sommes dans un état de droit. Et un état de droit veut dire respect des textes. Les textes voudraient que le président de la République prenne une ordonnance, laquelle ordonnance sera discutée au cours d'un conseil de ministres. Après avis du Conseil supérieur de la Défense, mais aussi l'autorisation du Parlement. Le Parlement n'a pas autorisé, le Conseil supérieur de la Défense n'a pas donné son avis, le gouvernement ne s'est pas réuni pour discuter de cette question, donc ce n'est pas à l'ordre du jour. Et aussi, par rapport au principe de l'agression, quand vous regardez la Charte des Nations Unies, je vous renvoie au point 6, article 39. Quand est-ce qu'on constate l'agression? La question de l'agression relève d'une double constatation. À l'interne, c'est-à-dire quoi? L'État qui est agressé constate qu'il est agressé conformément aux dispositions des... Est-ce que présentement là, on n'est pas agressé? Nous sommes agressés. S'il vous plaît. Allons-y. L'agression, je dis qu'il y a une double constatation. L'État constate qu'il est agressé conformément aux prescrits de dispositions de la Charte des Nations Unies. Qu'est-ce qu'il fait? Il saisit le Conseil de sécurité des Nations Unies pour que ce dernier envoie une mission d'experts. Cette mission d'experts sera pour responsabilité de récolter les faits sur terrain afin de faire un rapport outillé à l'intention du Conseil de sécurité. Nous l'avons fait. Il y a un rapport des Nations Unies, des experts des Nations Unies qui existe à la matière. Ça, c'est la première étape. La seconde, c'est maintenant, le Conseil de sécurité doit convoquer une réunion spéciale pour cette question, pour examiner de la pertinence de ces rapports, pour justement prendre une résolution. L'agression, on l'a définie par une résolution. Donc le Conseil de sécurité doit prendre une résolution. C'est cette résolution qui va dire que la République démocratique du Congo est agressée. Maintenant, l'heure n'est pas encore arrivée là.
Pour le cas de l'Ukraine, le Conseil de sécurité a pris une résolution. Où est le cas de la souveraineté aujourd'hui? Est-ce qu'on ne doit pas se prendre en charge la RDC pour dire on est quand même agressé et nous devons aller en guerre? Je suis en train de vous faire comprendre que l'agression ne relève pas tout simplement du simple point de vue d'un État. L'État constate qu'il est agressé, mais le Conseil de sécurité doit faire aussi sa constatation pour justement écouler en termes de résolution l'agression. L'Ukraine qui est agressée, il y a une résolution des Nations Unies qui existe. Pour que les Nations Unies reconnaissent aussi que le Congo est agressé, il faut qu'on édicte une résolution. Mais malheureusement, nous faisons face à un complot international et le président Modeste Bahati a eu soin de les rappeler hier. Il est de notre responsabilité de nous prendre en charge parce que personne ne viendra nous secourir parce que nous faisons face à un complot ourdi contre la République démocratique du Congo à cause de nos ressources. Et donc, de ce point de vue, nous sommes en train de nous prendre. Et ici, il faut dire aux Congolais, les gens font la confusion entre le fait que nous n'entrons pas à guerre veut dire que nous ne défendons pas. Non. Lorsque vous ne répondez pas à une agression, ça ne veut pas dire que vous... Mais pourquoi ne pas répondre puisque vous êtes agressé? Mais nous répondons, mon frère. Nous avons fait un abattoir humain. Nous avons tué plus de 1300 militaires rwandais à Rutshuru. Vous ne le savez pas? Ils sont... Les images existent. Les images existent. Mon frère, si nous ne nous défendions pas, nous aurions perdu même les un quart de notre territoire. Mais jusqu'à maintenant, nous contrôlons l'incursion de ces rebelles rwandais. Nous sommes en train de les contrôler. Et nous sommes en train, les assauts de l'armée sont en train de riposter ces ennemis. Donc nous ne sommes pas en train de croiser, nous ne sommes pas dans l'inactivisme passif, nous sommes en train d'agir. Pas plus loin, hier, nous avons vu le porte-parole de l'armée pleurnicher. Il n'a pas pleurniché. Il n'y avait pas de déclaration, mais pleurnicher pour dire nous sommes tout le temps attaqués. Nous faisons que nous battre avec le M23 qui nous agresse à tout moment. Un État comme la République démocratique du Congo pleurnicher. Mais on doit invoquer le retour de Mobutu. Est-ce que vous ne voyez pas qu'aujourd'hui, on doit se dire que nous avons lamentablement échoué avec nos phares d'essai? Est-ce qu'aujourd'hui, il ne faut pas faire peut-être l'alliance avec un pays comme la Russie? Question d'aider ces pays à aller de l'avant. Présenter la question de cette manière, c'est comme considérer la guerre une question aussi simpliste. C'est comme quand on était enfant. On chantait la guerre a commencé, tout le monde position. Ce n'est pas le cas. La question de la guerre, s'il vous plaît, la guerre c'est une... Non, on a plein de bateaux, pas du tout. Acheter les armes. Pas du tout. Vous allez gagner comme ça. Pas du tout. Il faut considérer le point de vue de Lutundula comme un cri non seulement de détresse, d'alarme, mais aussi d'affirmation de notre souveraineté. Nous sommes en train de dénoncer, de défier la communauté internationale pour lui dire que l'insécurité que nous vivons aujourd'hui est justement une œuvre aboutiquée de toutes pièces par vous. Donc, nous sommes en train de nous prendre en charge par les discours, par l'attitude. Il y a un changement de ton, il y a un changement d'attitude. C'est ce qu'on n'a pas vu par le passé. Je reviens sur ce que vous êtes en train de dire. La question de la guerre, c'est la question de la vie ou de la mort de l'État. C'est la question de la disparition ou du maintien de l'État. Un État peut disparaître s'il n'est pas prêt à faire la guerre. Vous comprenez? Ça demande un minimum d'organisation. On n'y va pas en guerre, vaille-que. L'Ukraine est agressée depuis le 22 février. Ça fait 7 mois. La Russie pensait qu'en lançant son assaut en Ukraine, et en seulement 2 jours, il prendrait l'Ukraine. Mais aujourd'hui, ça fait 7 mois jour pour jour. Ces attaques échouent. Parce que ça montre tout simplement que les questions de la guerre, le domaine de la guerre, c'est un domaine extrêmement sensible qui demande non seulement du génie, de la préparation et de la motivation. Et donc, en ces moments, on ne sait pas à quel moment cette guerre prendra fin, mais nous sommes certains qu'elle prendra fin. Nous l'avons commencé, mais nous ne savons pas à quel moment elle va se terminer. Ça nous demande de la préparation. Ainsi, le président attend prendre beaucoup de temps pour libérer une partie du pays comme Bunagana, comme Rutshuru. L'Ukraine a perdu les un quart de son territoire. Zaporizhzhia, Luhansk, et ainsi de suite. Je suis en train de vous expliquer. Mais le M23 dispose des armes sophistiquées, supérieures à celles des armées conventionnelles. Antonio Guterres, ça provient de ces armes-là. Mais il faut poser cette question. Je vous pose la question parce que vous êtes en train de le dire clairement. Vous posez la question à quelqu'un qui n'a pas donné de position là-dessus. Le secrétaire général des Nations Unies, lorsqu'il s'est aventuré de se prononcer sur cette question, ça veut dire qu'Antonio Guterres connaît les dépôts d'armes du M23, il connaît les armureries, il connaît je dirais, champ de tir, c'est-à-dire qu'il connaît l'arsenal militaire et l'arsenal de guerre dont dispose le M23. Parce qu'un haut fonctionnaire des Nations Unies ne peut pas se prononcer comme ça. C'est-à-dire qu'il a des informations qui lui ont poussé à se prononcer là-dessus. Donc,
de ses points de vue. Quand vous regardez le Rwanda, qui lui n'est pas sous sanction de la communauté internationale, qui n'est pas sous embargo des Nations Unies, qui alimente les M23. Moi, je considère les M23, c'est une branche armée du Rwanda. Et d'autre part, vous avez la République démocratique du Congo, qui lui fait face à l'agression depuis plus de 29 ans. Mais c'est cette même RDC qui est interdire d'acquérir des armes. Vous ne regardez pas que nous sommes dans une guerre qui a été savamment conçue, savamment élaborée par des gens qui en veulent à nos ressources. Donc vous voulez dire... Donc nous allons... Si je peux faire une petite conclusion... S'il vous plaît, je vous donne un exemple simple. Donc vous voulez dire aujourd'hui... Si l'armée congolaise échoue, c'est puisque nous sommes... L'armée congolaise n'échoue pas. L'armée congolaise est en train de remporter des victoires. Incapable d'instaurer la paix. De remporter. S'il vous plaît, je vous ai dit que la question de la guerre, c'est une question fondamentale. C'est une question qui demande des préparations énormes. C'est une question qui relève de la durée, du temps, et ainsi de suite. Ça demande de la logistique nécessaire. Je vous donne un point exemple. Le Rwanda n'est pas sous embargo. Le Rwanda peut se procurer toutes sortes d'armes quand il veut, où il veut, n'importe comment. Aujourd'hui, si nous, on échoue, on est capable d'assurer la souveraineté, c'est puisqu'on est capable d'importer les armes. Je vous dis ceci, la question de... je vous réponds. Le Congo est en train de combattre les ennemis. Nous sommes en train de nous battre vaillamment. Et maintenant, je profite de cette occasion pour saluer et encourager la bravoure de nos militaires sur le front. Ils sont en train de livrer un combat sans merci pour restaurer l'intégrité de notre territoire. Nous ne savons pas jusqu'à quand cette intégrité sera totalement recouverte, mais nous sommes rassurés qu'avec tout ce qu'il est en train de faire maintenant, la préparation, les budgets qu'on est en train d'allouer aux FARDC, en 2023, nous aurons des prévisions allant à 1,5 milliard de dollars, un accroissement de 300%. À aucun moment le Congo a connu un tel budget en termes de défense et de sécurité. La population ne sent rien par rapport à ce budget-là. Non mais s'il vous plaît, mon frère, s'il vous plaît, évitez d'amalgame. Quand vous dites que les peuples ne ressentent rien, je vous parle du budget du secteur de la défense et de la sécurité. C'est les dépenses des militaires. Je ne parle pas des dépenses. Et aussi... Non, on voit le budget sur le plan national. Mais non, s'il vous plaît, je suis en train de vous parler des dépenses. Vous voulez d'abord qu'on parle de sécurité? Je parle nous sommes dans le secteur sécuritaire et il y a un accroissement parce que le budget en termes de sécurité n'atteignait pas les 3, les 4%. Félix Tshisekedi est arrivé, a pris le budget à 150 millions de dollars, 300 millions de dollars, 400 millions de dollars et en 2023 c'est 1,5 milliard de dollars. Soit un accroissement de 300. Vous savez, la question de la guerre. Au code minier. La question. Là, il faut dire merci, je sais pas du tout. Pas du tout. Pas du tout. S'agissant du code minier, parce que vous voulez qu'on y... Non, on ne va pas parler... Joseph Kabila a révisé les codes. Joseph Kabila a révisé les codes miniers tout simplement pour faire du chantage aux Américains et à tout ce monde-là qui n'en voulaient plus de lui. Il leur a dit, vous me dérangez et moi je dérange le code minier. C'est ça. Kabila ne l'a pas fait pour l'intérêt du peuple congolais. Pendant 18 ans, quand vous regardez la manne issue de l'exploitation des cuivres, c'est à peu près 156 milliards de dollars. Quand vous regardez Kinshasa, vous regardez le Congo, où sont les traces de cette manne d'exploitation de nos mines? Rien du tout. Cet argent a servi à entretenir un empire financier. C'est l'empire financier de Kabila. Donc Kabila n'avait aucun souci, aucune considération pour le peuple congolais. Il faut le mettre de côté. Nous rentrons dans ce que nous sommes en train de dire. Lorsque vous êtes en train d'allouer, lorsque vous êtes en train d'accroître les budgets, les ressources pour le secteur de la sécurité, ça veut dire que vous vous préparez à faire la guerre de manière conséquente. Et la République démocratique du Congo est résolument déterminée à mener cette guerre, ainsi les budgets. Parce que quand vous regardez la guerre a une facture. La guerre a une facture. Ne croyez pas que nous allons faire la guerre sans une facture. Et la facture de la guerre, c'est notamment l'accroissement du budget. Ça montre que nous sommes conscients de notre responsabilité et nous sommes suffisamment engagés pour en finir avec la sécurité. Vous êtes sûr que la RDC vaincra? Ça doit être aussi votre point de vue. Ça doit aussi être non seulement. Vous êtes sûr, convaincu? Ça ne doit pas être. Ça doit être notre conviction nous tous, parce que notre vie est liée à un territoire. Si nous perdons ce territoire, nous serons des apatrides. Ainsi, il est de notre responsabilité, de notre engagement en tant que citoyen, de souhaiter et de croire qu'un jour, la dignité, la restauration de la paix sera sur toute l'étendue du territoire. Nous prenons notre deuxième point. Nous allons parler sur l'AFDC, parti politique de Modeste Bassirou Lukwebo. Aujourd'hui, nous avons constaté que le gouverneur du Sud Kivu, oui, a démissionné. Il a quitté le parti politique. Il a adhéré à l'UDPS, parti cher au chef d'État Félix-Antoine Tshisekedi. Est-ce que ça vous est dérangé de voir qu'un grand monsieur
un haut responsable de votre parti politique qui a assumé les fonctions, qui a défendu valablement Modeste Bahati par rapport à ses œuvres dans le Sud Kivu, vous quittez pour l'UDPS. Est-ce qu'aujourd'hui on peut dire qu'il y a un couac entre l'UDPS et AFDC? D'abord, je commence par vous dire, quand vous l'avez présenté un grand, je ne sais pas quels sont les critères qui ont prévalu pour que vous le présentez comme un grand. Soyez quand même reconnaissant, soyez aussi les gars. Il a quand même travaillé. Le Sud Kivu a vécu des bons moments avec Théo Ngouabidje. Il faut quand même le reconnaître. Ah ben, s'il a beaucoup travaillé pour le Sud Kivu, pourquoi est-ce qu'il était en crise sempiternelle et perpétuelle entre lui et l'ensemble provincial? Une crise alimentée par Modeste Bahati avec les billets de banque? Non, pas du tout. Ce sont des affirmations gratuites. Nous savons tout simplement que Théo Ngouabidje s'est reproché d'un certain nombre de griefs. Mégestion, détournement des deniers publics. Il a tout récemment été auditionné par l'inspecteur général des finances où il a avoué avoir touché à la caisse, au trésor public de la province. Il a reconnu avoir touché plus de 5 millions de dollars. Cependant, tout a été organisé pour que, et si je suis en train aussi d'interpeller la conscience de l'opinion nationale, tout est fait pour que ces rapports ne soient pas publiés. Je demande à l'IGF de publier son rapport sur la gestion de Théo Ngouabidje. Maintenant, sachant qu'il était vomi par la population du Sud Kivu, vomi par les députés provinciaux, il s'est dit, il faut se trouver un parapluie. Et justement, il est allé dans l'UDPS. Il a cru que l'UDPS était de l'eau devant le couvrir contre l'impunité. Il a cru que l'UDPS est devenu ces Eldorado où tous les criminels peuvent aller s'abriter. Il a cru que l'UDPS est devenu une ville de refuge pour les criminels. Il a cru que l'UDPS est une gratification contre les antivaleurs. Non. Il s'est trompé parce que je connais l'UDPS, c'est un parti politique qui a combattu, qui a lutté contre les antivaleurs. Il est allé là-bas pour des options. La première option, c'était d'abord c'est trouver une sorte de couverture ou de bouclier. Il en a trouvé. J'ai appris que son bouclier, d'après ce qu'on aurait entendu, serait le vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur. Asselo. Ouais, c'est lui son parrain politique. Deuxième élément, il est allé à l'UDPS pour justement que ses péchés ou ses fautes, ses griefs soient abandonnés pour qu'on lui assure une impunité totale. Et là, il a réussi. Mais nous demandons à la justice, nous demandons à l'inspecteur général de l'IGF de faire son travail. Vous l'attaquez aujourd'hui puisqu'il n'est plus de votre famille. On n'a jamais entendu l'AFDC accusé. D'abord, non, pas du tout. Vous n'êtes pas informé. Vous n'êtes pas informé. Vous n'êtes pas informé là-dessus. Un homme comme Théo Ngouabidje qui va derrière l'UDPS, qui va porter son aura à l'UDPS, qui va porter toute sa popularité. Ça vous fait peur, apparemment. Bahati aurait mal de perdre des hommes de valeur comme des Chris Mukendi et comme tant d'autres. D'ailleurs, Bahati, vous n'êtes pas informé. Il a déjà perdu sa popularité. Bahati, nous avons vu lors de son déplacement. Non. Les gens m'ont dit à Petit Pierre. Bahati, c'est l'aigle de l'Est. L'AFDC, je suis sans crainte. C'est caméré, il ne faut pas quand même. S'agissons de Vital Caméré. S'agissons de Vital Caméré. Je ne parle pas de Caméré. S'agissons de Vital. C'est l'homme le plus populaire de l'Est. S'agissons de Vital Caméré. S'agissons de Vital Caméré. L'INC n'est qu'implanté dans des territoires, Walungu et Bukavu. Vous écoutez? L'AFDC est implanté sur toute l'étendue du territoire, de la province. L'AFDC compte plus de 30 à 40 députés. Nous avons 41 députés nationaux. Vous voyez? Alors que l'UNC n'a que 12 députés nationaux. Vous comprenez? Au niveau du site, on continue si vous voulez. Mais c'est vous qui avez posé cette question. C'est vous qui nous amenez dans cette polémique inutile. J'ai juste parlé de Bahati Lukwebo et Caméré, qui est plus populaire que Bahati, il faut l'accepter quand même. S'il vous plaît, vous parlez de la popularité chimérique qui n'existe que dans votre tête. Nous parlons de la popularité. Caméré était le mieux élu. Député le mieux élu dans l'Est de la République. Mais Bahati, au travers de sa formation politique, il a 41 députés nationaux, 70 députés provinciaux, plusieurs gouverneurs. L'ensemble de ceux qui sont élus, c'est-à-dire des gens qui ont concouru au mandat, c'est plus de 121. Alors que l'UNC n'en compte que 15 ou 20.
Donc ça montre que politiquement, du point de vue de l'arithmétique politique, Bati Lukwebo est de loin supérieur à l'INC. Donc il faut oublier cette polémique donc, inutile. vous pensez qu'aujourd'hui, oublions cette polémique inutile. Peut mieux faire confiance à Bati qu'à Caméré. Non, le président de la République fera confiance à toutes les forces qui vont l'aider, toutes les forces acquises au changement. Et Bati est l'un des pions majeurs du président de la République. Quand je regarde les présidents, non, pas Théo Ngwabi. Théo Ngwabi, c'est un homme qui s'est illustré dans des antivalaires. Je vous ai dit qu'il est allé dans l'UDPS justement pour se protéger contre Vous pensez que Bati n'a pas de cadavre dans ce placard? S'il en avait, il fallait le lire, il faut le faire sortir. Je parle de Théo Ngwabi. J'interpelle. Non, pas du tout, pas du tout. Le jour où Matatapo ne sera interpellé, Bati sera suscité. S'il vous plaît, excusez. S'agissant de Théo Ngwabi, j'interpelle la conscience du vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur. Qui a fait quoi? La loi est claire, la constitution de la République est claire. Lorsque un mandat, au cours de la législature, quitte son parti politique de manière délibérée, il est réputé avoir renoncé à son mandat. Vous l'avez chassé? On ne l'a pas chassé parce que jusqu'à la preuve du contraire. Théo Ngwabi a été chassé, vous l'avez. Vous n'avez pas. Messieurs les journalistes. Messieurs les journalistes. Vous l'avez appelé à la démission de ses fonctions. S'il vous plaît, vous parlez de quoi? Vous parlez de la radiation du parti ou de la démission du mandat public exercé du fait du parti politique. D'abord chassé le parti. Non, jusqu'à la preuve du contraire, si vous avez la décision qu'il a radié Théo Ngwabi du parti, vous me la montrez. Si vous la montrez, et puis on continue. Il n'a pas été radié du parti politique, il n'existait pas une décision l'avoir chassé du parti, mais il existe par contre un retrait de confiance. On retire la confiance, pourquoi? Nous sommes un parti politique social-démocrate. Nous mettons les peuples congolais au centre de nos préoccupations politiques. Du moment où l'un d'entre nous est en train de s'écarter de cette ligne droite, nous devions nous désolidariser de lui. Et nous sommes désolidarisés de Théo Ngwabi pour lui dire, mais c'est attention, vous êtes en train de ternir l'image de marque de notre parti politique. Bati Lukwebo lui a écrit pour le ramener à la raison au bon sens. Théo Ngwabi s'est entêté et la conséquence, nous étions obligés, bien entendu, de lui demander de démissionner parce qu'il est en train d'exercer un mandat pour le compte de la FDC. Il s'est entêté. Comme lui n'écoute personne, comme il ne s'est pas ressaisi, il est allé à l'UDPS. Donc, on ne l'a pas chassé du parti. Par contre, nous avons retiré notre confiance. Et si c'est un homme politique élégant. Aujourd'hui que le vice-premier ministre de l'Intérieur fasse. Nous voulons ceci, que la loi s'applique sur Théo Ngwabi. Il a quitté les partis politiques au cours de la législature. Il est censé avoir renoncé à son mandat. Et comme il a renoncé à son mandat, il doit démissionner aussi du fauteuil du gouverneur de Sud Kivu. Mais jusque-là, ça ne traîne pas. On ne sait pas pourquoi c'est laxisme. Nous ne savons pas pourquoi cette complaisance autour de Théo Ngwabi. Et curieusement, la personne qui doit faire appliquer la loi est celle qui protège malheureusement Théo Ngwabi. Si ça pouvait être le cas, aujourd'hui, on ne devrait pas parler de la majorité au sein de l'Union sacrée. Plusieurs ont quitté le PPRD, plusieurs ont quitté le parti. Pas d'amalgame, monsieur. Ils adhèrent à l'Union sacrée sans conviction de leur parti, mais ils n'ont pas perdu le mandat. Aujourd'hui, ils constituent la majorité. Vous le savez bien. Pas d'amalgame, mon frère. Nous sommes en train de parler de quitter les partis. Nous ne parlons pas de lever des options politiques. Théo Ngwabi, mais les gens que vous dites qu'ils ont quitté. Non, s'il vous plaît. Pensez-vous. S'il vous plaît. Vous n'avez pas. Okoundji fait encore partie du PPRD. Laissez-moi parler, s'il vous plaît. Ces gens ont quitté le PPRD, ils ont adhéré dans quel autre parti politique? Ils ont créé les propres partis politiques. Non. C'est quoi les noms des partis politiques de Théo Ngwabi? Je ne vais pas citer le nom de gens. Non, ces gens n'ont pas. Ils ont adhéré quel parti politique? Et ont créé les partis politiques. Je vous cite un ancien membre du FCC, le ministre Liaou. Il était du PPRD. Ouais. Il est de quel parti politique? Vous ne savez pas que Liaou a mené un parti politique? Lequel? Je ne vais pas citer le nom, puisque je ne suis pas là pour parler. On est entre... S'il vous plaît. Moi, je vous parle de faits avérés. Moi, je vous informe. Moi, je vous parle... Citez-moi les noms de leurs partis politiques. Quand je vous demande d'aller au bout de votre logique, vous dites non, moi je ne suis pas là pour parler non. Mais vous vous permettez la merde. Mais moi je vous parle d'un cas patent. Prenez l'exemple de Godard Motemona. Godard Motemona était de quel parti? De PPRD. Moi aujourd'hui il est où? Il a son propre parti politique. La sortie officielle c'est pour le 19. Mais est-ce qu'aujourd'hui... Il était élu? Non, mais il y a plusieurs élus qui sont avec lui. Moi, je vous parle des mandats électifs. Vous m'amenez où, mon frère? Je vous parle des mandats électifs. Un homme, un élu. Non, s'il vous plaît, on continue. Voilà. Lorsque vous renoncez, vous quittez votre parti politique de manière délibérée,
Parce que vous avez été élu pour les comptes de ces partis politiques, vous avez été présenté par cette famille politique, vous êtes réputé avoir renoncé à ces mandats. C'est de ces cadres que je parle. C'est-à-dire de gens qui ont été issus du PPRD, qui ont adhéré dans l'Union Sacrée. L'Union Sacrée qui n'est pas un parti politique. L'Union Sacrée n'est pas un parti politique, mon frère. Non, mais c'est quoi? L'Union Sacrée n'est pas un parti politique. FCC? Non, l'FCC. Non, s'il vous plaît, le FCC n'est pas un parti politique, même pas un regroupement électoral. Pas du tout. Ces gens ne sont pas allés s'inscrire à la CENI avec le nom du FCC. Ils sont allés s'inscrire au nom de leur parti politique. Voilà. Et quand s'ils avaient quitté leur parti politique, ils auraient renoncé à leur mandat. Mais ces gens continuent à exercer leurs activités politiques au sein de leur parti politique. Non. Mais ils ont adhéré au sein de l'Union Sacrée, qui du reste n'est pas à confondre avec le parti politique. Je ne vois pas dans les partis politiques. Ils sont dans leur parti politique. Nous prenons ce point-là, processus électoral en RDC. Aujourd'hui déjà, il y a ceux qui pensent qu'avec cette guerre... Vous avez compris que Tengwabichi devait renoncer à son mandat. Il a quitté l'AFDC au cours de la législature. Il est allé adhérer officiellement dans un autre parti politique au cours de la législature. Je me dis, c'est ça le système Union Sacrée, c'est ça le système du pouvoir Fati. Pas du tout. Où on accepte. On n'a pas créé de partis politiques. On n'a pas créé de nouveaux partis politiques pour débaucher les gens. Ils ont quitté les partis, mais ils exercent aujourd'hui au sein de l'Assemblée nationale. Alors, processus électoral en RDC, pensez-vous qu'il y aura élection en 2023 avec tout ce que nous vivons comme situation, la guerre à l'Est, il y a les insécurités un peu partout, quoi, mood. Pensez-vous que Félix Tshisekedi sera en mesure et mettra le moyen pour que la CENI nous organise des bonnes élections, pas n'importe quelle élection? Je suis tenté de répondre à cette question de la même manière que Joseph Kabila. Amenez-moi la constitution que je donne à mon frère pour qu'il la lise. Moi, je ne peux pas me prononcer sur des questions déjà tranchées par la constitution. La contrainte d'organiser les élections, 5 ans, nous l'avons voulu. Ce sont les options fondamentales de Sun City. Et donc, personne ne peut remettre en cause ces acquis démocratiques. La régularité du cycle électoral, la permanence du cycle électoral confère la légitimité aux dirigeants. Fait souffler la démocratie. Et le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi, s'inscrivant dans l'école de la démocratie, il ne peut pas se disculper de sa responsabilité. En 2023, nous rappelle bien l'élection. Et s'agissant de la sécurité, nous avons organisé les élections en 2018 sans des territoires, je crois les Béni et Béni territoires, sans les Maïndombe. Mais la classe politique a levé les options. Si nous arrivons en 2023, la classe politique, bien évidemment, pourrait lever les options et nous allons écouter. Mais ce qui reste de notre côté, nous savons que organiser l'élection dans le cycle tel qu'établi par la Constitution est une contrainte et nous devons nous y conformer. Je suis très heureux que vous confirmiez comme ça devant les téléspectateurs qu'il y aura élection en 2023. Les faits sont là. En ce moment, le président de la CENI est en Séoul. Il est en train de regarder comment on est en train de produire les équipements électoraux. Vous savez, la plupart des Congolais qui sont souvent à la maison, Félix a échoué. Puisqu'il a quel bilan? Qu'est-ce qui va faire que Félix soit encore élu en 2023? Donc déjà, je vois que c'est fini avec l'Union Sacrée. En 2023, on aura un bilan élogé. La gratuité d'enseignement a permis d'amener 4 millions. Quelle gratuité, mon frère? 4 millions d'élèves. Échec total. Vous savez, dans ces pays, l'école était un luxe. Moi qui vous parle, j'ai vécu ici à Kinshasa, je connais. L'école est en luxe. Pour que nos papas, qui sont des sireurs, des vendeurs ambulants, envoient leurs enfants à l'école, c'est un miracle. Aujourd'hui, Félix Tshisekedi a démocratisé l'enseignement. Les enfants des taximens, les enfants des Wewa, les enfants des Chaillères, les enfants de ceci, de cela, peuvent être instruits à cause de la gratuité de l'enseignement. On a libéralisé. Qui fera que Félix soit réélu. Vous savez que la gratuité, quand vous parlez de la gratuité de l'enseignement, c'est l'avenir. Vous savez que les bonheurs, on les conçoit. Les bonheurs, on l'imagine. Et pour imaginer les bonheurs, il faut être formé. Et la gratuité de l'enseignement prépare notre jeunesse à un développement sur-éradié. Parce que lorsque une jeunesse est à côté de la science et de la connaissance, elle fait fuir l'ignorance. Et malheureusement, nous avons été pendant tous ces temps bernés dans l'ignorance, par la manipulation, par des gens qui ne voulaient pas créer une société forte, une société redressée. Vous croyez aujourd'hui... La gratuité d'enseignement, la route Kassavoubou, vous prenez cette route qui quitte vers Bypass, qui réunit Bypass à l'avenue Université. Quand vous regardez les infrastructures, il y a une maman un jour qui s'est exclamée, m'a dit, mais je suis fatigué, en Lingala, Tolembi Félix, Mboka Mobimba, poussière na poussière.
La tenue pourquoi le pour la chantier, les chantiers pilent à gauche, à droite, les chantiers foisonnent à gauche et à droite. Ça montre qu'il y a une volonté. Ces chantiers ont un début et ces chantiers ont une fin. Quand vous regardez l'université de Kinshasa, revêtie de sa belle robe, ça c'est Félix Antoine Tshisekedi. Quand vous regardez les services nationaux, hier, ces jeunes gens qualifiés de Koulouna qui étaient abattus par des opérations extrajudiciaires et sommaires, sont aujourd'hui les bâtisseurs de la République, ça c'est Félix Antoine Tshisekedi. Donc, le bilan est élogé, mais les Congolais, par rapport aux défis, par rapport aux préoccupations, beaucoup reste à faire. Je suis persuadé, si on donne un second mandat au président de la République, nous allons laisser le Congo dans l'orbite des grandes nations. Vous ne pensez pas qu'aujourd'hui, s'il faut laisser un second mandat à Félix Tshisekedi, ça sera encore intéresser cette population? Puisque vous avez vu, même Maman Olive Lembe Kabila l'a dit clairement pour dire, mais c'est que la population est en train de vivre aujourd'hui, ça vaut la peine. Est-ce qu'il ne fallait pas... Je préfère... Non, s'il vous plaît, laissez-moi finir avec ma question. Est-ce qu'il ne fallait pas aujourd'hui demander à Joseph Kabila de revenir au pouvoir comme Joseph Kokonyangi l'a officiellement déclaré? Il demande, lui et son parti politique, demande le retour de Joseph Kabila en 2023. Joseph Kabila en tant qu'offre politique, c'est une pourriture politique que nous devons mettre dans la poubelle de l'histoire de notre pays. Non, pas du tout. Pourriture dans quel sens? Pourriture dans quel sens? Je vous donne un exemple. Je vous donne un exemple simple. En 2016, Joseph Kabila fait venir 200 éléments ex-M23. 200 éléments M23 qui étaient dans des camps de réfugiés en Ouganda, mais aussi au Rwanda. Il leur a donné une mission spéciale. Venez à Kinshasa, traquer les populations. Ceux qui tenteront, les manifestants, ceux qui tenteront de bouger, il faut tirer. Ainsi, le 19 novembre au 22 novembre, le 19 décembre au 20 décembre 2016, il y a eu des morts ici à Kinshasa. Non, il n'avait pas demandé puisque nous avons... Il y a un rapport, il y a un rapport, s'il vous plaît. Il y a un rapport, laissez-moi terminer. Je ne suis pas en train de dire... La population... Il y a un rapport de Human Rights Watch qui a documenté là-dessus. Ça, c'est Joseph Kabila. Nous avons un colonel, le colonel Paul Miliamboy, qui a dit qu'il a reçu des ordres, des instructions venant de Joseph Kabila pour abattre Chebeya. Vous voyez, ça c'est Joseph Kabila. Vous voulez qu'on rentre dans ça? Vous voulez qu'on revienne dans... Vous voulez qu'on revienne dans... Vous voulez... Si c'est vrai, c'est que Paul Miller... Vous voulez qu'on revienne... Pourquoi Joseph Kabila aujourd'hui n'est pas arrêté? Ah ben oui, mais c'est justement parce qu'avant de partir, il s'est offert une impunité totale. La loi portant statut d'ancien chef d'État, chef de corps constitué, article 7, Kabila ne peut pas être poursuivi pour toutes les infractions commises dans l'exercice de ses fonctions. Article 8, pour toutes les infractions commises après l'exercice de ses fonctions, les congrès doivent se réunir. Donc on doit prendre les députés et les sénateurs à la majorité de 3/4 pour décider si Kabila doit être poursuivi. Imaginez que Joseph Kabila s'est battu avec Maman Olive, par exemple, et que Maman Olive porte plainte contre Joseph Kabila. Pour qu'on décide s'il faut poursuivre Joseph Kabila, mon parlement à moi doit se réunir. Vous voyez comment on a désacralisé l'institution justement pour plaire à un seul individu. Vous avez posé la question pourquoi Kabila n'est pas interpellé? Parce qu'il a une loi qui le protège malheureusement. Est-ce qu'aujourd'hui, le retour de Kabila dérangerait l'union sacrée ou vous ferez peur? Comment vous pouvez poser une question sur les retours de Kabila dérangerait? Parce que vous êtes censé connaître la Constitution. Non, et la Constitution lui nulle part la Constitution interdit les retours de Joseph Kabila. Je n'ai jamais lu. Là où on a dit l'ancien président ne pouvait plus revenir. Les premiers principes, la loi étant personnelle. La loi, on ne cite pas le nom d'un ancien président et ainsi de suite. Mais quand vous lisez notre Constitution, parce que la Constitution est tout, vous regardez l'exposé des motifs, on dit la République démocratique du Congo dans ses frontières de 1960 est un pays secoué par des crises récurrentes, dont l'une de ces causes, c'est la crise de légitimité des institutions et de ses animateurs. Pour en finir à cette question, à cette crise sempiternelle, voilà les résolutions. Toutes les résolutions sont de l'article 220. C'est ça l'armature de notre Constitution, c'est ça les boucliers, les socles de cette Constitution. Le multipartisme politique et syndical, la forme républicaine de l'État, virgule, et on y va, les nombres et la durée du mandat du président de la République ne peuvent faire l'objet d'aucune révision constitutionnelle. Ça, c'est ce qu'on appelle des dispositions immutables, des dispositions qui ne peuvent pas être changées parce qu'elles constituent en soi les soubassement, la force même de notre Constitution. L'article 70, un président de la République est élu pour un mandat de 5 ans, renouvelable une seule fois. Les nombres, c'est-à-dire c'est 2
une fois, renouvelable une fois, ça fait 2, la durée 5 ans. Et l'article 220 dit, les nombres et la durée du mandat ne peuvent faire l'objet d'aucune révision constitutionnelle. Donc Kabila a combien de mandats? 2 mandats, de combien? De 5 ans, et lui, il peut revenir. Non, la Constitution est claire, ne peut faire l'objet de... Donc, il y a une sorte de limitation. Et Kabila a atteint cette limitation. Il est exclu pour avoir exercé 2 mandats de 5 ans. Et donc, s'il faut penser que Kabila reviendrait, c'est une aberration. Et pour la science, et pour nos tests légaux, mais aussi c'est un sabotage, un mépris pour tous les sacrifices que nous avons consentis, pour toutes les vies qui ont été perdues, pour justement que nous ayons cette Constitution. Voilà, nous sommes en train de chuter avec cette émission. Il y a quand même cette question d'actualité qui nous vient à peine, qui est à peine arrivée. Est-ce qu'aujourd'hui, c'est important d'interpeller le vice-premier ministre et ministre des Affaires étrangères, Christophe Lutundula, juste pour question de l'ADV, de l'embargo qui pèse sur la République démocratique du Congo par l'ONU? Le président Félix-Antoine Tshisekedi est un génie qui a mis à nu l'hypocrisie, la duplicité, mais aussi la nature criminelle de la communauté internationale. Félix Tshisekedi a déjoué leur plan. Nous sommes le peuple le plus heureux d'avoir un chef comme celui-là. Vous savez, nous avions depuis tout le temps fustigé l'attitude de la communauté internationale, mais nous n'avions pas des éléments probants. Nous n'avions pas des éléments implacables. Mais là, nous en avons un implacable. La communauté internationale, à travers les présidents du comité des sanctions, rencontre les présidents du Sénat. Il rassure, monsieur le président du Sénat, qu'il n'y a pas d'embargo qui pèse sur les armes de la République démocratique du Congo. Le Congo est un État libre, capable de se procurer toutes sortes d'armes quand il veut et partout il veut. Quelques temps après, on passe une commande et la conséquence, on nous dit, les transporteurs disent je ne peux pas venir avec ces armes en République démocratique du Congo parce que votre zone est une zone noire, une zone interdite par les Nations Unies. Qu'est-ce qu'on fait? On a dit à l'époque, nous étions dans un régime de restrictions codifiées. C'est ce qu'on dit, les mesures de comment on appelle ça, ce qu'on a pris par la résolution 2641, c'est une forme de restriction codifiée. Qu'est-ce qu'on doit faire? Avant d'acheter des armes, nous devons écrire les types d'armes que nous voulons, les magasiniers, les fournisseurs, les transporteurs, mais aussi l'itinéraire. Vous voyez-vous? Les armes qui relèvent de la souveraineté, de la puissance d'un État, nous devons livrer parfois à nos ennemis, à des gens qui nous combattent, là où nous devons nous acheter des armes, quelle marque de munitions, et ainsi de suite. Et les comités de sanctions nous autorisent telle arme achetée, telle arme n'achète pas. Et les comités de sanctions connaissent les armes dont dispose les M23. Il va nous autoriser d'acheter les armes qui sont inférieures à celles du M23. Donc, numériquement, tactiquement, nous partons en position de faiblesse vis-à-vis du M23. Et c'est fait à dessein par la communauté internationale. Il nous autorise, il nous lie les mains alors que nous sommes attaqués. Et les personnes qui nous attaquent, elles ont la possibilité de se procurer les armes. Monsieur Xavier, qui a rencontré le président du Sénat, a dit devant les micros, face à la presse, que nous ne sommes pas sous sanction et nous ne sommes pas concernés par une question de restriction. Mais quelques temps après, comme on dit, mentez jusqu'à ce qu'il ne vous reste plus rien à mentir. Il a été rattrapé par ses propres turpitudes. Et aujourd'hui, nous ne pouvons pas nous procurer de nos armes parce qu'il y a une forme de restriction qui pèse sur les Congos. Est-ce qu'aujourd'hui, la RDC ne peut pas négocier avec la Russie pour combattre ces M23? Vous savez que, comme je le dis, ce n'est pas les Rwandais qui nous fait la guerre. C'est le monde qui nous fait la guerre à cause de nos ressources. Et les Rwandais qui est la partie visible de l'iceberg. Nous ne pouvons pas aller vaille-que signer des partenariats à gauche et à droite. Nous devons user de ce qu'on appelle de l'intelligence stratégique pour non seulement protéger nos arrières, mais aussi tisser des partenariats stratégiques qui nous permettraient d'aller en bloc contre les blocs qui inquiment l'insécurité à l'est de notre pays. Ainsi, je pense, sur la Russie, parce qu'au-delà du fait qu'il y a un G7, l'une des grandes puissances mondiales économiques, il y a les BRICS. Les BRICS, c'est la deuxième communauté la plus importante, constituée du Brésil, de la Russie, de l'Inde, de la Chine, mais aussi de l'Afrique du Sud, qui a un PIB de plus ou moins, je crois, 45% du PIB mondial, une population de plus de 50% de la population mondiale. C'est un grand regroupement qui peut aussi nous procurer des solutions. Mais est-il qu'adhérer dans telle structure ou telle autre organisation n'est pas le problème, mais nous allons pour quelle finalité et qu'est-ce que nous demandons en contrepartie? Malheureusement,
Le Congo a été hier conduit par des gens qui partaient dans ces organisations tout simplement pour des postures électoralistes, mais aussi pour leur positionnement, en lieu et place de défendre l'intérêt général du pays. Avec Félix-Antoine Tshisekedi, toutes les adhésions que nous allons faire à gauche et à droite, soyez rassurés, c'est pour l'intérêt supérieur de la nation. Monsieur Gatier, nous sommes arrivés à la fin de cette émission. Quel est votre mot de la fin pour ce numéro, bien sûr? Le mot de la fin, nous sommes presque convaincus, il n'y a plus de débat. Le président de la République a démontré à la face du monde que son attachement pour le Congo était infaillible. Et les institutions de la République sont fermement résolues à accompagner le président de la République pour arriver en bout à la sécurité et bien entendu restaurer la paix et la quiétude sur l'ensemble du territoire national, mais plus particulièrement l'Est qui fait face à l'agression rwandaise depuis plus de 20 ans. Les institutions de la République travaillent. Nous demandons à la population d'être calme, mais aussi d'être mobilisée par rapport à l'appel patriotique que le président de la République a lancé, parce que cette question nous concerne, ce territoire nous appartient et si nous ne faisons rien pour le sauvegarder, il peut nous être arraché. En tout cas, un grand merci à vous, monsieur Héritier Ngachi. Nous rappelons que vous êtes cadre de l'AFDC et aussi communicateur de l'AFDCA. Un grand merci à vous et un grand merci à toute l'équipe technique et à vous tous qui nous avez suivis. Nous faisons rendez-vous pour le tout prochain numéro avec le même et réel plaisir.